Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'African Journal. Cette édition se consacre à la promotion du rôle des femmes dans les secteurs technologiques et l'innovation. Reportage et analyse à suivre dans un instant. En réponse à la menace persistante de la fièvre de Lassa, maladie virale endémique à fort potentiel épidémique, la CEDEAO a réuni plus de 300 acteurs de la santé, chercheurs et décideurs du continent. La deuxième conférence internationale sur la fièvre de Lassa, LIC 2025, s'est tenue à Abidjan pour renforcer la solidarité régionale et définir une stratégie sanitaire intégrée. Une occasion cruciale de transformer la coopération en actions concrètes. Esther Konan. La fièvre de Lassa, une menace virale endémique, continue de sévir en Afrique de l'Ouest, affectant chaque année jusqu'à 3000 personnes et causant des milliers de décès. Face à cette urgence sanitaire persistante, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a réuni plus de 300 experts, chercheurs et responsables politiques à Abidjan, du 8 au 10 septembre 2025 à l'occasion de la deuxième conférence internationale sur la fièvre de Lassa. Objectif, coordonner une réponse régionale efficace contre une maladie qui met à rude épreuve les systèmes de santé nationaux. La fièvre de Lassa est responsable de près de 300 000 infections, dont 5 000 décès. Face à ces situations, nous avons obligation d'agir avec vigueur et rigueur. Placé sous le thème au-delà des frontières, renforcer la coopération régionale pour combattre la fièvre de Lassa et les maladies infectieuses émergentes, la rencontre a permis de dresser un état des lieux sans concession. Les participants ont souligné les failles persistantes dans la surveillance épidémiologique, le manque de formation du personnel médical, l'insuffisance des capacités de diagnostic et le déficit d'implication communautaire dans la prévention. Des propositions concrètes ont émergé pour mutualiser les ressources et harmoniser les réponses sanitaires à l'échelle régionale. Cette maladie reste notre défi, notre problème. Ce n'est pas aux autres de définir les solutions, mais nous devons nous unir pour trouver des solutions. Je nous invite tous à nous focaliser sur des stratégies claires, des mesures qui vont renforcer notre résilience. Le Centre régional de surveillance et de contrôle de maladies de la CEDEAO s'est imposé comme un pilier stratégique dans cette dynamique collective. Présenté comme un outil clé de coordination, il facilite le partage d'informations entre États membres, assure un appui technique en cas d'épidémie et renforce la réactivité face aux alertes sanitaires. Son développement est désormais considéré comme une priorité pour anticiper et contenir la propagation des maladies infectieuses dans un contexte de risque accru. Actuellement, toute la communauté de la CEDEAO s'en est saisie pour les recherches, les avantages qu'on a dans les recherches pour pouvoir contraindre et mitiger les risques contre cette fièvre. Il faudrait que nous ayons les données sur, en tout cas, la fièvre Lassa, comment ça se manifeste, comment ça se passe. Est-ce que les cas contacts sont des cas contaminants? Est-ce que les cas contacts peuvent ébranler la santé des populations? Donc, transfrontalière, ce n'est pas seulement au niveau de la région aujourd'hui, mais c'est tous les pays qui sont concernés et au niveau des frontières de tous les pays. Nous sommes obligés de mettre de l'accent au niveau des frontières pour un temps soit peu le contrôle à ces frontières-là. À l'issue des 3 jours de travaux, la CEDEAO a réitéré sa volonté d'élaborer une stratégie régionale ambitieuse et durable pour faire face à la fièvre de Lassa et aux futures épidémies. Cette feuille de route devra s'appuyer sur un engagement politique fort, des finances stables et une approche intégrée de la santé publique. Car dans une région où les virus ignorent les frontières, seule une coopération renforcée peut garantir la résilience sanitaire de l'Afrique de l'Ouest. Face à la persistance de la fièvre de Lassa, la CEDEAO plaide pour une approche inclusive. À Abidjan, la médecine traditionnelle a été placée au cœur des débats. Les autorités sanitaires veulent en faire un levier complémentaire pour renforcer la riposte régionale. Esther Konan nous fait le point.
En milieu rural, près de 80% des populations ouest-africaines recourent à la médecine traditionnelle. Lors de la deuxième conférence de la CEDEAO sur la fièvre de Lassa à Abidjan, son rôle a été reconnu comme essentiel, notamment pour renforcer les systèmes de santé existants face à cette maladie virale qui touche jusqu'à 100 000 et 300 000 personnes chaque année. Ces pratiques ancestrales représentent un atout important, notamment là où les infrastructures de santé modernes sont insuffisantes. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, la médecine traditionnelle pouvait aussi apporter son grain de sel. Et il y a beaucoup de plantes qui ont été exposées et il y a des cas qui ont été traités qui ont montré qu'avec certaines feuilles, on peut arriver à diminuer l'hémorragie que les patients ont au niveau donc, de cette maladie. Tout seulement ce que nous voulons, on puisse apporter un peu plus de clarité au niveau de la médecine traditionnelle et nous allons voir que nous avons beaucoup de choses à montrer. Les récentes recherches ont mis en lumière l'efficacité de certaines plantes médicales. Au Nigeria, le Vernonia amygdalina a permis de soulager les symptômes de la fièvre de Lassa chez 30% des patients observés. Ces résultats renforcent l'idée que les pharmacopées traditionnelles peuvent compléter utilement les traitements biomédicaux à condition d'être encadrés et validés scientifiquement. Depuis la nuit des temps, les praticiens de médecine traditionnelle prennent en charge les problèmes de fièvre et autres. Donc du coup, à partir du moment que c'est une fièvre hémorragique, nous pouvons contribuer à améliorer la santé des populations et pouvoir mettre fin donc, à ces signes-là. Dans plusieurs pays, comme le Nigeria et la Sierra Leone, les tradipraticiens ont contribué à la détection de 15% de cas supplémentaires de la fièvre de Lassa, souvent en phase précoce. Cette collaboration a permis une meilleure réactivité des services de santé et une mobilisation communautaire plus efficace. En réponse, l'Organisation ouest-africaine de la santé a lancé un programme pilote de formation visant à intégrer officiellement ces praticiens dans les stratégies nationales de santé. Actuellement, toute la communauté de la CEDEAO s'en est saisie pour les recherches, les avantages qu'on a dans les recherches pour pouvoir contraindre et mitiger les risques contre cette fièvre qui est une fièvre jadis hémorragique. Nous venons bien sûr d'adopter la déclaration de Togo qui est sur la santé communautaire. Nous avons pu scinder maintenant les soins de santé primaires de la santé communautaire et nous baser sur les soins de santé primaire pour mieux asseoir la santé communautaire qui nous donne désormais les principes et normes de santé communautaire qui feront en sorte, ces normes et principes, que tous les ménages, je dis bien tous les ménages des pays qui vont mettre en œuvre cette politique de santé communautaire soient couverts. Fort de ces résultats, la CEDEAO ambitionne désormais de créer un cadre régional de coopération pour institutionnaliser la médecine traditionnelle dans la lutte contre la fièvre de Lassa et d'autres épidémies. L'objectif est de réduire de 10% la mortalité liée à la maladie, tout en renforçant la résilience sanitaire des populations. Ce modèle pourrait devenir une référence pour la gestion des crises sanitaires dans toute l'Afrique. Le deuxième sommet africain sur le climat, qui s'est tenu à Addis Abeba du 8 au 10 septembre 2025, s'est conclu par des engagements sans précédent, totalisant plus de 150 milliards de dollars américains pour la croissance verte, la transition énergétique et la résilience climatique. Des initiatives phares telles que le Pacte africain pour l'innovation climatique et l'initiative pour l'industrialisation verte en Afrique ont été présentées. Ce sommet a marqué un tournant historique, permettant à l'Afrique de passer d'une position de vulnérabilité face au changement climatique à celle de leader proactif dans la recherche de solutions. Un reportage signé Sarah Yemele. La déclaration d'Addis Abeba sur le changement climatique et l'appel à l'action ont posé les bases pour une réforme des systèmes financiers internationaux en insistant sur la nécessité d'un financement de l'adaptation sous forme de subventions. Les dirigeants africains ont souligné qu'en dépit du fait que le continent soit responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il subit pourtant les conséquences les plus graves du changement climatique. Le deuxième sommet africain sur le climat, après celui de Nairobi en 2023, nous offre l'opportunité de repositionner l'Afrique dans les négociations internationales. Il s'agit d'un impératif majeur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça fait plus de 150 ans que les nations industrialisées polluent la planète. Le chiffre de 300 millions de dollars
et le montant nécessaire par an pour financer les plans d'adaptation au changement climatique sur le continent. Ce qui est proposé à l'Afrique, ce sont 300 milliards de dollars pour financer des plans de mitigation sous forme d'investissement portés par le secteur privé. C'est loin d'être suffisant. Lors du deuxième sommet africain sur le climat, figuraient des engagements financiers majeurs. Le Pacte africain pour l'innovation climatique et le Fonds africain pour le climat, visant à mobiliser 50 milliards de dollars par an pour soutenir au moins 1000 solutions climatiques pilotées pour l'Afrique d'ici 2030. Les banques de développement et les investisseurs privés ont également promis plus de 100 milliards de dollars pour accélérer l'initiative pour une industrialisation verte en Afrique. Les objectifs en matière d'énergie renouvelable ont également été réaffirmés. L'Afrique visant à installer 300 gigawatts de capacité d'énergie propre d'ici 2030. Nous ne sommes pas ici pour négocier notre survie, nous sommes ici pour concevoir le modèle économique mondial du futur en matière de climat. Si nous faisons les bons choix dès maintenant, l'Afrique pourrait devenir le premier continent à se développer industriellement sans détruire ses écosystèmes. Pour les représentants de la société civile présents au deuxième sommet de l'Afrique sur le changement climatique, les engagements financiers doivent se traduire en actions concrètes sur le terrain avec la transparence et l'appropriation communautaire comme principe directeur. En réponse, les dirigeants ont lancé le cadre africain pour une résilience juste et le fonds d'impact pour la justice climatique en Afrique, tous deux conçus pour acheminer les ressources directement vers les communautés les plus exposées au choc climatique. Pourtant, le défi reste immense. La Banque africaine de développement prévoit que le déficit de financement climatique de l'Afrique dépassera les 3 milliards de dollars d'ici 2030, soit bien plus que les flux actuels. Le président kenyan, William Ruto, a souligné l'urgence de la situation. Il est indéniable qu'aucun pays ne peut résoudre cette crise seul. Seule une collaboration audacieuse, unie et durable nous permettra d'éviter la catastrophe climatique. L'isolement n'est pas une stratégie gagnante. Agir isolement entraînera une perte de temps et de ressources et compromettra notre avenir. Cette réalité nous oblige à nous concentrer sur la mise en place d'une base industrielle moderne, écologique et inclusive au sein de notre continent. Cela permettra à l'Afrique de jouer un rôle important dans l'économie mondiale et de renforcer la solidarité nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Here at home, to secure Africa's rightful place in the global economy and to foster the solidarity needed to confront climate change. Le sommet africain sur le climat de 2025 a permis de concrétiser les discours en adoptant des mesures structurées et en formulant des engagements sans précédent. Si ces engagements sont respectés, ils pourraient accroître l'accès à l'énergie renouvelable pour des centaines de millions de personnes, créer des emplois et protéger les populations vulnérables des effets dévastateurs du changement climatique. L'actualité en bref de cette édition, signée par Paul-Marcel Mayagui, c'est l'adoption de la déclaration d'Addis Abeba pour financer la transition écologique sur le continent. Ensuite, l'UA qui réitère son engagement pour la paix et la bonne gouvernance sur le continent. Enfin, la relance du dialogue CEDEAO-AES par la visite au Burkina Faso du président Julius Maada Bio. Le deuxième sommet africain sur le climat s'est tenu à Addis Abeba du 8 au 10 septembre à l'initiative de l'Union africaine et du gouvernement éthiopien. À l'issue des travaux, les chefs d'État ont adopté la déclaration d'Addis Abeba qui fait de l'adaptation au changement climatique une priorité absolue. Le texte appelle à des financements accrus, prévisibles et accessibles pour construire des systèmes alimentaires résilients, des villes sobres en carbone et développer les énergies renouvelables. Le World Wide Fund for Nature salue cette vision audacieuse tandis que l'Union africaine rappelle que l'Afrique, responsable de seulement 4% des émissions mondiales, paye pourtant le prix fort. Elle exige une réforme de la finance climatique mondiale pour mobiliser 1 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Parallèlement, l'Afrique s'est engagée à renforcer son leadership, à accélérer les énergies renouvelables et l'agriculture durable et à redéfinir le récit mondial.
À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie ce 15 septembre, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a réaffirmé l'importance de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance pour la paix et le développement durable du continent. Dans son message, il a mis en avant la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qualifiée de référence essentielle pour accompagner les États membres de la consolidation des institutions démocratiques. Le président de la Commission a appelé les pays africains à intensifier leurs efforts pour renforcer la transparence, l'inclusion et la participation citoyenne. L'Union africaine réitère son engagement à accompagner les peuples africains dans leurs aspirations à une gouvernance démocratique, responsable et inclusive. C'est une visite hautement symbolique. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio, président en exercice de la CEDEAO, s'est rendu le 15 septembre 2025 au Burkina Faso, marquant le premier déplacement officiel d'un dirigeant ouest-africain dans un pays membre de l'Alliance des États du Sahel, reçu à Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré. Cette visite vise à réduire les tensions entre la CEDEAO et les pays de l'AES qui ont quitté l'organisation en janvier 2025. Les discussions ont porté sur la sécurité régionale, la coopération diplomatique et la reconstruction du dialogue. Les discussions ont aussi porté sur les questions de développement que Julius Maada Bio qualifie de préoccupations majeures. Il a assuré que tous les pays de la sous-région ouest-africaine travailleront ensemble pour atteindre le développement et que pour cela, il fallait préserver l'unité de la sous-région. Le départ des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO ne doit pas être considéré comme un signe de division pour Julius Maada Bio. Un geste d'ouverture salué comme un tournant potentiel dans les relations entre les deux blocs. Les relations entre le Japon et l'Afrique ont connu un véritable essor grâce à la signature de 300 accords de coopération lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, tenue du 20 au 22 août 2025. Ces accords ont pour objectif de stimuler le commerce, renforcer les systèmes de santé, promouvoir l'innovation numérique, développer les compétences à travers l'éducation et améliorer la sécurité alimentaire. Compte rendu de Samantha Sabiro. Le Japon et les pays africains ont renforcé leur coopération en signant 300 accords lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 tenue à Tokyo en août 2025. Ce nombre, 3 fois supérieur à celui du sommet précédent en 2022 en Tunisie, témoigne de l'engagement du Japon en faveur du développement économique et social de l'Afrique. J'invite tous les partenaires, les gouvernements et les partenaires de développement, le secteur privé et la société civile à renouer l'engagement dans la collaboration à travers l'innovation. Ensemble, nous pouvons créer des solutions qui ne sont pas seulement transformantes, mais aussi pérennes et inclusives, en s'assurant que personne n'est quitté. Les accords signés lors de la TICAD 9 couvrent des secteurs clés du développement tels que les infrastructures, la santé, la technologie, l'éducation et l'agriculture. Ils visent à stimuler le commerce, renforcer les systèmes de santé, soutenir l'innovation numérique, développer les compétences par l'éducation et améliorer la sécurité alimentaire. Ces domaines sont jugés essentiels pour la croissance durable de l'Afrique, tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux entreprises japonaises sur les marchés émergents. Dans un contexte mondial caractérisé par une volatilité croissante, nous assistons à la résurgence du protectionnisme et des tensions géopolitiques, situation qui met clairement en danger l'ordre mondial basé sur le droit international et les normes universelles qui régissent les relations entre les États. D'après les données officielles, les échanges commerciaux entre le Japon et les pays africains ont atteint 8,9 milliards de dollars en 2024. Cette progression s'explique en partie par la hausse du nombre d'entreprises japonaises actives en Afrique, passé de 520 en 2010 à 900 en 2020. L'élargissement de la coopération entre le Japon et l'Afrique s'inscrit dans un contexte de concurrence accrue entre grandes puissances pour renforcer leur présence sur le continent riche en ressources naturelles et doté de la population jeune à la croissance la plus rapide au monde.
Plus de 300 accords de coopération ont été signés, ce qui signifie que les accords ont triplé par rapport à la dernière édition du TICAR 8. Ainsi, de nombreuses entreprises japonaises ont permis de soutenir l'avenir de l'Afrique. Le gouvernement japonais cherche à exploiter le secteur privé pour renforcer sa politique étrangère en Afrique, notamment en capitalisant sur les opportunités de développement manufacturier qui devraient atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2025 selon la Banque africaine de développement. En mai 2025, le Japon a lancé un programme de soutien de 1 million de dollars en collaboration avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, visant à faciliter la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Les 23 et 24 octobre 2025, la ville de Cotonou accueillera le sommet Climate Change Afrique, un événement panafricain dédié à la lutte contre le changement climatique. Cette édition mettra l'accent sur le rôle clé des énergies renouvelables autour de 3 priorités: adaptation urbaine, atténuation des émissions et protection de la biodiversité. Organisée par l'association Climate Change et la municipalité de Cotonou, le sommet réunira acteurs locaux, décideurs, ONG et entreprises à travers plénières, ateliers et échanges de solutions concrètes. Luanda abritera du 28 au 31 octobre 2025 un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique à l'initiative de l'ODA-NEPAD et de la Commission de l'Union africaine. Ce rendez-vous intervient alors que le continent fait face à un déficit annuel de plus de 100 milliards de dollars et cherche à mobiliser 1 300 milliards pour concrétiser le plan directeur des systèmes électriques continentaux en vue d'un marché unique de l'électricité à l'horizon 2040. Le sommet des jeunes leaders africains se tiendra du 20 au 22 novembre 2025 à Accra, au Ghana. Organisé par le Young Global Leader Network, cet événement rassemble de jeunes leaders africains pour débattre du thème « L'Afrique que nous voulons en 2040, l'avenir de la jeunesse africaine ». Avec plus de 60% de la population africaine âgée de moins de 25 ans, le sommet vise à former une nouvelle génération capable de relever les défis du continent. À la tête de l'Organisation ouest-africaine de la santé depuis août 2022, Dr Melchior Aïssi incarne un leadership discret mais stratégique. Médecin béninois, spécialiste des politiques sanitaires et des situations de crise, il œuvre à structurer une réponse régionale face aux défis de santé publique en Afrique de l'Ouest. Entre recherche, gouvernance et résilience, il trace une voie pragmatique pour renforcer la souveraineté sanitaire de l'espace CEDEAO. Découvrez ce leader à travers le regard de Marie-Raphaël Antolo. Depuis août 2022, Dr Melchior Atanase Joël Kodjivi Aïssi est à la tête de l'Organisation ouest-africaine de la santé, bras sanitaire de la CEDEAO. Un poste stratégique au cœur des défis sanitaires d'une région marquée par les épidémies, les inégalités d'accès aux soins et les fragilités structurelles. Médecin de formation, spécialiste en santé publique et en gestion de crise sanitaire, il cumule plus de 27 ans d'expérience dans les politiques de santé à l'échelle nationale et internationale. Originaire du Bénin, il a dirigé le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et les épidémies dans son pays avant de devenir l'un des piliers de la riposte à la pandémie de Covid-19 au sein du Comité national de crise sanitaire. En ce qui concerne les épidémies, nous sommes en Afrique centrale, notamment au Tchad, nous sommes en République centrafricaine, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Mauritanie. Donc, se dit que quand on parle d'épidémie, ce n'est pas circonscrit et mieux, si vous renforcez vous-même, il vaut mieux renforcer les voisins ou accompagner les voisins à être renforcés. Dans le couloir feutré de l'EOAS, à Bobo, Dioulasso, Burkina Faso, Melchior Atanase Joël Kodjivi Aïssi a apporté une vision plus structurée tournée vers la recherche, la résilience et la gouvernance sanitaire. Dès son entrée en fonction, il a posé les bases d'une stratégie 2024-2027 centrée sur 5 axes: renforcement des systèmes de santé, surveillance épidémiologique, accès aux médicaments, recherche scientifique et coordination régionale. L'OAS, c'est l'Organisation ouest-africaine de la santé, a depuis la première conférence tout fait pour être appuyé par des partenaires et les
techniques sont dimensionnées à ce niveau afin qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que en tout temps, quand on parle de fièvre de Lassa, c'était la peur, c'était la mort. Maintenant, c'est plus comme ça. Parce que ça se détecte le plus tôt que possible. On a des protocoles. Sous cette direction, l'organisation a renforcé ses partenariats avec les instituts de recherche, les agences de santé internationales et les ONG spécialisées. En février 2025, il participe au forum des 10 ans de l'Africa Research Excellence Fund, où il rappelle que la science africaine doit éclairer les politiques africaines, un engagement fort pour un continent trop souvent dépendant des données externes pour gérer ses propres crises. Au niveau international, ce sont des appuis. Que cela soit les appuis techniques, que cela soit même les appuis en termes d'accompagnement, de capacitation, de turnover, venez nous accompagner ici pour que nous ayons les mains, surtout en ce qui concerne la prévention. Résolument orienté vers l'impact, Dr Aïssi poursuit son engagement pour une coopération renforcée et une Afrique de l'Ouest plus sûre et plus résiliente face aux défis sanitaires actuels et futurs. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. L'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.